Espace TV, le 22h. Merci de regarder Espace TV pour vous informer. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce journal dont voici les principales articulations. Les travaux de la session ordinaire unique 2020-2021 de la 9e législature de l'Assemblée nationale ont pris fin ce lundi à Conakry. Dans son discours de clôture, le président de l'Assemblée nationale a salué la grâce du président de la République accordée à certains condamnés. Amadou Damaro Camara a appelé le chef de l'État à continuer d'user de son pouvoir de grâce. Le torchon brûle toujours entre Guinea Games et la Lonagui, alors que les deux parties poursuivent les pourparlers pour passer à la cession du contrat. Ce sont des parieurs qui disent douter de la capacité de la Lonagui à bien gérer l'entreprise. Vous les entendrez dans ce journal. Une colère, c'est celle des enseignants qui attendent encore le paiement de leurs primes. Ils menacent d'ailleurs d'aller en grève à partir de ce mardi si rien n'est fait pour régler les choses. C'est tout pour les titres. Je vous le disais en titre, les travaux à l'Assemblée nationale ont été bouclés pour la première session ordinaire unique de la 9e législature. Après 9 mois d'intenses travaux, les députés entrent en vacances parlementaires. Avec une note de satisfaction, ils se félicitent d'avoir largement accompli leur mission de représentant du peuple pour cette première année. André Mossier-Milimouno commente les images de nos confrères de Gangan TV. Ça n'est fini pour la session ordinaire unique 2020-2021. Les honorables députés de la 9e législature se disent satisfaits des avancées faites au cours de leur toute première année de fonction à l'Assemblée nationale. Et nous avons rendu opérationnels surtout des textes structurants tels que le statut particulier du personnel parlementaire, le règlement financier, le règlement administratif de procédure. Ces textes importants sont devenus de véritables bréviaires, Bible ou Coran si vous voulez, de notre institution. Les administrations seront désormais tenues par plus de transparence, plus de lisibilité et donc à plus de responsabilité dans leurs pratiques budgétaires et comptables. Plusieurs lois ordinaires et organiques ont été votées par les parlementaires guinéens durant ces 9 mois de travaux. L'institution parlementaire a également renoué le partenariat avec plusieurs autres institutions sous-régionales et internationales. Il faut signaler pour s'en féliciter la politique de la diplomatie parlementaire très active que vous avez établie depuis votre installation et qui a amplifié le rayonnement sous-régional au sein de la CEDEAO, régional au sein du Parlement africain et international au sein de l'Union interparlementaire, de notre Assemblée. Certains députés, notamment ceux de l'opposition, se disent satisfaits de la qualité des débats qui ont marqué cette session. Selon eux, seul l'intérêt du peuple a primé. Nous partons nous reposer, mais ce n'est pas un repos ordinaire dans la mesure où nous retournons dans les villages, les préfectures et les sous-préfectures, profiter de ces vacances pour rendre compte aux populations qui sont nos mandants. Une fois que la loi est mise au débat, les gens oublient leur provenance politique pour se focaliser sur le contenu de la loi. Ça, c'est extrêmement important. Amadou Damaro Camara a invité l'ensemble des élus du peuple à plus d'engagement et d'efforts lors de la prochaine rentrée, prévue en octobre 2021. Au nom de la paix, de la quiétude sociale et en faveur du dialogue politique et social, mais dans le respect strict des préséparations de pouvoir, le président de l'Assemblée nationale a demandé à l'appareil judiciaire de diligenter les dossiers post-électoraux en instance devant les juridictions. Amadou Damaro Camara, qui a salué d'ailleurs les efforts de grâce du président de la République, l'a aussi invité davantage à user de son pouvoir de grâce pour les autres détenus après bien sûr leur procès. On le suit. Monsieur le Président de la République, je ne suis donc pas surpris par votre sens du pardon. Et je saisis d'ailleurs l'opportunité de vous remercier une fois de plus
pour votre esprit de tolérance en graciant nos concitoyens condamnés par la justice à des peines d'emprisonnement. Pour la paix, la quiétude et le dialogue, tout en respectant la séparation des pouvoirs, socle de toute démocratie, je souhaiterais humblement que la branche judiciaire veuille bien traiter avec diligence les dossiers post-électoraux en instance devant les juridictions. À vous, Monsieur le Président de la République, je vous saurai gré de continuer à faire usage de votre droit de grâce. Il est évident que la grâce présidentielle pour ces condamnés devrait conduire d'autres à mûrir leur choix avant de poser des actes répréhensibles. Les audiences criminelles se sont ouvertes ce lundi au tribunal de première instance de Koya. 80 dossiers examinés, mais les juges se chargent d'ores et déjà de 20 dossiers considérés plus importants. Des assises de cette envergure est une première selon de nombreux observateurs dans la préfecture de Koya. Marissa Kamara commente les images d'Aboukoria Kourouma. Ce lundi matin s'ouvre le procès des criminels dans la préfecture de Koya. Il était très attendu par les citoyens de la localité, une localité où le banditisme a pris une ampleur inquiétante. Avec cette criminalité galopante, on ne prend pas des dispositions, des mesures idoines, il nous serait très difficile d'évoluer dans la société. Dire le droit, rien que dire le droit, les juges promettent de s'y employer. Dans un premier temps, l'on va assister à la comparution de 3 présumés criminels. C'est tout simplement leur dire que ces audiences qui sont organisées, aucun fautif ne sera libéré, aucun fautif ne sera libéré et aucun innocent ne sera condamné. Que la population soit rassurée. L'éloignement de la prison civile est l'une des raisons de la non-tenue de ces assises depuis belle lurette au tribunal de Koya. L'initiative est aujourd'hui un ouf de soulagement pour les juges. L'audience d'aujourd'hui est l'une des premières du genre. Ceci étant, Madame la Présidente, Monsieur le Procureur, c'est avec beaucoup de foi que le barreau aborde votre audience criminelle de ce jour. Koya concentre actuellement plusieurs activités commerciales, pas seulement sa démographie est galopante. Ceci pourrait expliquer ces derniers temps l'insécurité dans la localité. Je vous le disais au sommaire, ils étaient partis ce lundi à l'école dans l'espoir de recevoir leur prime d'incitation. C'est là à quelques jours seulement des examens nationaux. Mais hélas, les enseignants devront encore patienter. Pas question, réagit le secrétaire général de la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation, Salifou Kamara, invite donc ses camarades à bouder les classes à partir de ce mardi, si toutefois les instructions du chef de l'État ne sont pas respectées par le ministre du Budget. Il est au micro d'Alex Amaraxila. Si toutefois les primes ne sortent pas demain à la Banque centrale, remettre aux enseignants, nous allons vider les écoles, tout simplement. Nous allons laisser les élèves en classe, ils n'ont qu'à s'évaluer eux-mêmes et nous allons rester à la maison. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas comprendre. Un ministre de la République, un président de la République qui, n'est-ce pas, donne des instructions à ses ministres pour exécuter, n'est-ce pas, des ordres et que vraiment ce n'est pas fait, vraiment c'est déplorable, c'est vraiment, on ne comprend pas. Autre fait de l'actualité, une délégation de l'Union des conseillers des chargeurs africains séjourne en Guinée depuis ce dimanche. Cette mission de l'UCCA s'inscrit dans le cadre de la résolution de sa dernière session tenue en avril 2021 en RD Congo. La mission est à Conakry pour s'enquérir des problématiques rencontrées par le CCG afin de soumettre un plaidoyer aux autorités guinéennes dans le but de les appuyer. Idrissa Bari et Amara Alexila pour les détails.
Cette organisation, qui regroupe 19 pays, dont la Guinée à travers le Conseil guinéen des chargeurs, a pour mission de promouvoir et faciliter le commerce extérieur intra-africain. Ceci en vue d'une meilleure intégration régionale. Ainsi, cette mission de l'Union des conseils des chargeurs africains à Conakry, dirigée par son vice-président, s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement de la Guinée à travers la formulation d'un document de plaidoyer qui sera soumis aux autorités. Ce, conformément à la résolution de la session de son comité directeur tenue en avril 2021 en République démocratique du Congo. Malgré les difficultés mentionnées, le Conseil guinéen des chargeurs a réalisé quelques infrastructures logistiques de facilitation de transport routier pour le développement du corridor inter-État Conakry-Bamako et quelques entrepôts à Conakry pour apporter une assistance non les moindres aux chargeurs guinéens. Nous faisons partager plus l'expérience que nous avons avec d'autres membres qui peuvent donc apporter leur soutien sur des infrastructures déjà mises en place, sur des infrastructures à venir, parce que dans certains conseils, ça est déjà. Cette visite est aussi une opportunité d'échange d'expériences entre le Conseil guinéen des chargeurs et ses homologues des autres pays membres présents dans cette délégation de l'UCCA. Depuis le 1er janvier de cette année, l'Afrique est entrée dans sa phase active de la zone de libre-échange continentale. Les conseils des chargeurs des États africains ont un rôle déterminant à jouer dans la réussite de la ZLECAf, précise le vice-président de l'UCCA. Disons que la ZLECAf déjà vise, le renforcement du commerce intra-africain, l'échange entre les pays. Ça veut dire donc que les conseils de chargeurs sont au cœur de cette problématique. Parce que le rôle des conseils de chargeurs est dans la facilitation des opérations d'importation et d'exportation d'un pays. Donc c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, au niveau du secrétaire général de la ZLECAf, l'UCCA est considéré comme membre, comme partie prenante dans cette mise en œuvre. Après les échanges, la délégation de l'UCCA a été reçue par le ministre des Transports. L'occasion a été mise à profit par le vice-président de cet organe pour remettre le document de plaidoyer à Mohamed Keïta. Il a promis de veiller à la mise en œuvre des recommandations contenues dans ce document. Toujours dans l'actualité nationale, des banques sont restées fermées toute la matinée de ce lundi à Conakry notamment. Cette fermeture momentanée faisait suite à la crise que traverse le secteur bancaire guinéen. Faut-il rappeler que la Fédération syndicale autonome des banques, assurances et microfinances de Guinée a menacé de déclencher une grève de 15 jours sur toute l'étendue du territoire national. Les raisons tournent autour de la convention collective liée au fonctionnement des banques en République de Guinée et dont la FESABAG souhaite son adaptation. Justin Leno pour le constat. Il est 10 heures. Nous sommes à l'agence Orabank de Matoto. Ici, aucun service minimum n'est autorisé. Tout est hermétiquement fermé. Certains clients s'y font des interrogations. La majorité n'a pas été informée de la décision de la FESABAG relative à la fermeture des banques de 8h à 12h ce lundi. Même si leur grève c'est pour 1 heure ou bien 2 heures de temps, peut-être c'est minimum pour eux. Mais d'autres qui ont besoin de l'argent dans un intervalle de 30 minutes, 1 heure, et ils n'arrivent pas à avoir l'argent. Leurs proches sont à l'hôpital ou bien dans un autre problème qui est très grave. Avec l'argent, ils peuvent s'en sortir. Mais s'ils n'arrivent pas à avoir l'argent, le temps où ils veulent l'avoir, donc vraiment, ça deviendra désastre. Les clients comme le jeune Sekou Diomandé est en congé. Il est venu effectuer une transaction puisqu'il doit effectuer un voyage. Dommage, il devra patienter pour une période qu'il ignore. Oui, bien sûr, sauf que malheureusement, moi, je n'étais pas au courant. C'est à ma grande surprise que je suis venu ce matin dans le but de faire un retrait parce que je suis en congé, je prépare un voyage et tout de suite, ça pénalise, ça m'impacte carrément. Même constat dans les locaux de la banque UBA. Ici, grâce aux explications qu'on leur a données sur le sujet, les clients sont tous unanimes que la grève des travailleurs du secteur bancaire est un droit. Toutefois, un service minimum dans toutes les banques serait mieux pour le bonheur de la population, ont-ils laissé entendre. Gréver, c'est un droit pour tout citoyen. Mais à propos des banques, c'est comme les hôpitaux aussi. En grévant, il faut au moins un service minimum. J'ai un appel à lancer à l'endroit de l'État, c'est dans le but de trouver une solution idoine parce que les citoyens ont besoin de ce qu'ils ont à la banque.
Pas de réponse chez les responsables. A rappeler que la fermeture des banques ce lundi est partie d'un préavis de grève que la Fédération syndicale autonome des banques, assurances et microfinances de Guinée avait adressé à l'autorité patronale des banques et aux autres partenaires. Un préavis relatif à la convention collective du secteur bancaire guinéen mise en place depuis 1993 et révisée qu'une seule fois en 2004 et dont la FESABAC souhaite son adaptation au contexte actuel. Il faut dire que cette assemblée générale qui a perturbé les activités dans des banques semble donner un début d'espoir. Juste après la rencontre, les autorités n'ont pas tardé à réagir pour inviter la FESABAC à un début de négociation. Une invitation vivement saluée par son secrétaire général Abdoulaye Sow. Les explications avec Alseyni Bari, Ibrahima Sori Kamara. Dès l'entame de l'interview, le secrétaire général de la Fédération syndicale des banques et assurances de Guinée précise qu'il ne s'agit point d'une grève, mais d'une assemblée générale de toutes les banques. Pour lui, c'est une démonstration de force que sa structure vient de prouver, car ce mot d'ordre a été suivi à la lettre. C'est une victoire de la FESABAC. Elle a fait une fois encore une démonstration de force à la face des Guinéens. C'était juste pour informer les travailleurs du contenu de notre préavis de grève qui court à partir du 1er juillet jusqu'au 15 juillet. Date à laquelle, si on ne se comprend pas, on est obligé d'aller en grève. Ces banquiers réclament la révision de la convention collective initiée en 1993 et révisée en 2004. Une convention qu'ils souhaitent adapter aux conditions de vie des travailleurs. Nous souhaitons que la convention soit adaptée au contexte actuel en termes de rémunération, en termes de prise en compte des diplômes, en termes de salaire de base, en termes de primes de logement. Vous savez, les logements évoluent, en termes de primes de panier. À l'issue des assemblées générales et le dépôt du préavis de grève, la FESABAC a été invitée à la Banque centrale pour entamer des négociations. Donc la Banque centrale nous a appelé à l'inspecteur général qui va nous envoyer un courrier dans les heures qui viennent pour que nous puissions nous asseoir, discuter avec un arbitre. Parce que nous ne sommes pas arrivés à nous comprendre. Mais avec l'arbitre, on pourra nous comprendre. Donc, et l'inspection générale du travail et la Banque centrale, ils sont mobilisés pour que nous puissions trouver une solution paisible. Pendant ce temps, Abdoulaye Sow demande à ses troupes de rester mobilisées, car selon lui, s'ils ne s'entendent pas, ils vont déclencher une grève générale et illimitée à partir du 15 juillet 2021. Entre les gestionnaires de Guinea Games et la Loterie nationale de Guinée, les lignes ne semblent toujours pas bouger parce que depuis quelques jours, les pourparlers sont en cours. Selon la Lonagui, Antonio Soare n'est plus actionnaire ou dirigeant de la société Guinea Games. Elle soutient par ailleurs que le démissionnaire de la Fédération guinéenne de football a cédé la totalité des actions dans Guinea Games depuis septembre 2016. Face à cette déclaration, la société Guinea Games a donné sa version relative au contrat dont fait allusion la Lonagui. Par ailleurs, chez les parieurs, c'est une autre réaction et il ne semble pas être favorable à la gestion de Guinea Games par la Lonagui. Ali Badara Kamara et Djibril Kabak Kamara. Environ 10 000 employés de Guinea Games risquent de rendre compte à la Loterie nationale de Guinée. Selon son communiqué du 2 juillet, la Lonagui a informé l'opinion nationale des discussions qu'elle a entamées avec la société de Guinea Games pour finaliser le plan de cessation des jeux pour le non-renouvellement de son contrat, précise-t-elle. Dans ce communiqué, la Lonagui précise que M. Soare n'est pas actionnaire ou dirigeant de la société de Guinea Games. Il estime qu'Antonio Soare a cédé la totalité de ses actions depuis septembre 2016 et l'acte de cession a été notifié à la Lonagui et aux organismes intéressés par la cession. Suite à ce communiqué, la société de Guinea Games a aussi donné sa part de précision relative aux 10 contrats. Le présent contrat est renouvelable par tacite réduction, sauf dénonciation au cours de sa validité, liée au manquement des obligations par l'une des parties et annoncé 3 mois avant la fin du contrat. Aujourd'hui, de par ses actions, la société de Guinea Games est implantée dans toutes les régions du pays, avec près de 10 000 emplois directs composés de salariés, concessionnaires, franchises et sous-traitants et 50 000 emplois indirects.
Ces parieurs sous anonyme doutent déjà de la capacité de gestion de Guinée Games par la LONAGUI. Retirer la gestion de Guinée Games à Antonio Soiré n'est pas une bonne chose pour nous, parieurs. Parce que depuis qu'il a commencé le jeu, il a aidé plusieurs jeunes. Si tu gagnes, il te donne ton argent, sans problème. Aujourd'hui, notre souci, c'est de savoir si la LONAGUI peut respecter cette convention. Cet autre parieur ne cache pas sa colère face aux démarches de la Loterie nationale de Guinée. Ce que j'ai à dire à toute la population guinéenne, c'est de laisser Antonio en paix. Les bandits qui sont en train d'envelopper son travail comme du mauvais travail, il ne fait pas du mauvais travail. C'est quelqu'un qui emploie plus de 8000 et quelques Guinéens dans sa fortune. Donc laissez-le évoluer comme il veut. Pendant ce temps, selon un autre communiqué de la LONAGUI, les discussions se poursuivent avec les cadres de Guinée Games qui devraient aboutir à la reprise possible de l'entreprise par la LONAGUI. Campus Atlas, cabinet de conseil en orientation scolaire, en collaboration avec l'École supérieure Sopra School of Management, annonce une journée porte ouverte pour informer les futurs bacheliers des opportunités d'études supérieures au Maroc. La rencontre s'est tenue ce samedi à la Maison des Jeunes d'Équipé en présence des parents d'élèves. Guéné Bemba Koulibaly, Ibrahima Souri Souma pour le compte-rendu. Super H est une école de management basée à Casablanca au Maroc. L'établissement a une capacité d'accueil de plus de 1000 étudiants qui reçoivent 14 nationalités venues de plusieurs pays africains. Super H est en collaboration avec l'ESG. Elle offre un parcours de 4 ans, 3 ans au Maroc et 1 année au Canada, avec à la clé un diplôme 100% canadien, le tout avec des frais d'études 5 fois moins chers. Super H est également en partenariat avec l'ESCO3, qui offre un parcours suivant, 2 ans à Casablanca et 3 ans en France. Selon le gérant et fondateur du campus Atlas, l'objectif de cette rencontre est d'aider les élèves et étudiants guinéens pour leur avenir. Nous avons organisé cette journée porte ouverte pour informer et promouvoir l'enseignement qui se fait à Super H. Donc Super H est aujourd'hui parmi l'une des meilleures écoles qui forment aujourd'hui les leaders de demain, qui viennent de partout sur le continent africain. Aujourd'hui, ils ont au sein de leur établissement 14 différentes nationalités. Donc c'est ça Super H aujourd'hui. Super H, c'est une école digitale, c'est une école qui accompagne de bout en bout les élèves dans le domaine de l'entrepreneuriat. L'un des bénéficiaires de l'établissement Super H School of Management se dit fier de la formation reçue et encourage ses amis à en faire autant. Ce que je veux leur dire, c'est de faire ce qu'il faut, c'est d'être persévérant, d'être sérieux dans ce qu'ils font et que s'ils ont l'opportunité de partir et que les parents mettent le prix pour qu'ils partent, c'est d'être sérieux, c'est de se donner à fond parce que si tu peux aller avoir des notes, mais le plus important c'est ce que tu gardes en tête. Ces élèves venus des différents lycées de la capitale ont salué la pertinence du débat et souhaitent avoir la même formation. C'est quelque chose d'important pour les élèves et les étudiants et je pense que tout le monde devrait y passer pour apprendre parce que c'est très bénéfique. Un projet qui est salutaire parce que ça peut aider à poursuivre les études pour ceux qui veulent aller ailleurs, à l'extérieur, au Maroc. L'école des sciences de la gestion encourage l'excellence et met tout en œuvre pour attirer les meilleurs étudiants dans ses programmes. Les étudiants ayant obtenu un baccalauréat en gestion qui souhaitent se spécialiser ont accès à de nombreux programmes innovants et diversifiés, comme la maîtrise des sciences de la gestion, la maîtrise en finances appliquées et la maîtrise en technologie de l'information. Direction à présent à l'intérieur du pays, en Haute-Guinée précisément. Catholique Relief Service, récipiendaire principal de la subvention paludisme RSS du Fonds mondial en collaboration avec le ministère de la Santé à travers le programme national de lutte contre le paludisme, a procédé ce week-end au lancement officiel de la campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier qui vise les enfants âgés de 3 à 59 mois.
Outre les autorités locales, la cérémonie a connu la présence du coordinateur du programme national de lutte contre le paludisme et le chef des sous-bureaux CRS dans la région de Kankan. Alpha Oumar Koïta, notre correspondant régional, y était. Suivez son compte rendu. Cette stratégie de lutte contre le paludisme consiste à administrer des doses mensuelles de sulfadoxine, pyrimétamine SP et l'amodiaquine acquis aux enfants âgés de 3 à 59 mois. La campagne est réalisée par Catholic Service Relief CRS, récipiendaire principal de la subvention paludisme. La CPS est l'une des stratégies retenues par le ministère de la Santé pour la lutte contre le paludisme. Les distributeurs se rendront de maison en maison pour assister à l'administration des premières doses aux enfants. Les 2 doses suivantes seront administrées par les parents ou gardiens d'enfants, le lendemain et le surlendemain. Nous intervenons non seulement dans la stratégie de prévention et de prise en charge du paludisme, mais aussi nous intervenons dans la stratégie de renforcement du système de santé pour améliorer les compétences et les capacités des acteurs à tous les niveaux afin de réussir à bouter le palu de notre pays. Depuis 2015, la Guinée organise la campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier durant la période de haute pluviométrie. Le coordinateur national du programme de lutte contre le paludisme réitère l'engagement de son département de tutelle à accompagner CRS dans la réalisation de ces activités. Nous voudrions, au regard de toutes les années passées, vous remercier pour l'engagement que nous avons tous pris ensemble et que nous sommes en train de mettre en œuvre. Nous prenons de façon solennelle l'engagement de vous accompagner dans la mise en œuvre de vos activités dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Pour la réussite de la dite campagne, le gouverneur de région Sadou Keïta invite les uns et les autres à adopter des comportements responsables. Je demande donc à mes sœurs de le faire et aux agents de ne pas trahir leur serment, de faire effectivement le tour des familles et donner effectivement le médicament à celui qui a droit à ce médicament. Le premier passage de cette campagne de chimio-prévention du paludisme saisonnier CPS s'étendra du 3 au 7 juillet 2021 et devrait toucher 430 964 enfants dans la région administrative de Kankan. 2682 agents, 305 crieurs publics et 333 superviseurs de proximité sont mobilisés pour la circonstance. Les grandes pluies ont démarré à Conakry avec les premiers dégâts déjà causés il y a quelques semaines. Cette saison, des pluies pourraient sans doute être suivies des maladies hydriques, appelées encore des maladies des mains souillées. Ce jeudi, nos reporters Justin Leno, Binta Tafsir Diallo et Abdoulaye Kamara se sont intéressés à l'une d'elles. Et là, c'est bien le choléra, souvent aux conséquences désastreuses. Qu'est-ce que le choléra? Quelles sont ses conséquences? La réponse est avec ce médecin, Mamadou Bobo Baldé. La diarrhée, la fièvre typhoïde, mais aussi le choléra sont quelques exemples de maladies hydriques appelées encore les maladies des mains souillées. Pendant cette saison des pluies, les populations peuvent les contracter si les précautions ne sont pas prises. Le choléra, c'est une maladie d'origine hydrique causée par les vibrions chloriques, qui a pour symptômes et des signes diarrhée et vomissement, qui se caractérise ici par une déshydratation sévère et voire même le coma. Parmi les maladies qui tuent à la minute, le choléra en fait partie, explique le médecin. La diarrhée et les vomissements sont quelques symptômes du choléra qui se manifestent. Je pense que précisément si on est atteint du choléra, la première des choses d'abord, c'est une diarrhée qui ne cesse pas, accompagnée de vomissements. Parmi les maladies qui tuent à la minute, le choléra fait partie parmi les maladies qui tuent, parce que la diarrhée avec une vitesse illimitée, plus le vomissement, ça entraîne des déshydratations et le collapsus des veines. Docteur Mamadou Bobo Baldé explique que le choléra est certes une maladie mortelle, mais il peut être guéri d'abord à partir d'un traitement préventif qui commence par l'hygiène alimentaire. Le premier traitement d'abord, c'est le traitement préventif avant curatif. C'est l'hygiène avant tout. Le choléra qu'on appelle ici dans les pays développés et dans le jargon médical, qu'on appelle ici les maladies des mains sales. Pendant la saison pluvieuse,
La première des choses qu'on doit publier ici et donner conseil à la population, c'est de laver les mains avec le savon ou le chlore, eau des abeilles, et désinfecter les mains avant de manger. Autre solution, selon le médecin, est de se diriger dans un centre de traitement curatif pour prendre contact avec le personnel soignant. Mais pour éviter que les conséquences ne soient désastreuses avant de gagner l'hôpital, les personnes atteintes devront boire beaucoup d'eau, Oracel, pour stopper la déshydratation. Un nouveau séjour à l'intérieur du pays, cette fois dans le Kakandé, où l'ONG Kakandé Kansibak a entamé ce lundi la campagne de reboisement de certains foyers de la commune urbaine de Boké. Cette démarche vise à lutter contre le réchauffement climatique dans cette zone due à l'exploitation minière et la coupe abusive du bois par des citoyens. Le reportage est signé Mamadou Pété Diallo, Aïssatou Kesso Diallo. Accompagnés par les autorités préfectorales et communales pour accomplir cet acte citoyen, ces jeunes étaient tous munis de gilets, des gants et autres arsenals leur permettant de planter des arbres afin de lutter contre le réchauffement climatique. L'école primaire de Goreil a été choisie pour la circonstance. On a constaté le réchauffement climatique à Boké. Nous sommes au mois de juillet comme ça là. Il fait très chaud à Boké. On dirait que c'est la saison sèche. Donc ça nous a motivés et animés de faire le reboisement dans les foyers. Pour éviter la hausse de la température dans les lieux et dans les espaces publics, Hassan Sanoussi Kamara, préfet de Boké, réitère son engagement à accompagner cette initiative de l'ONG Kakandé Kassimbak. Nous avons vu beaucoup d'ONG qui ont parlé de reboisement, qui ont parlé de ceci et de cela. Mais vous avez fait le maximum de vous-même en procédant au vrai reboisement. Boké zone minière, plusieurs arbres sont coupés par les entreprises d'exploitation minière et les charbonniers, ce qui expliquerait le réchauffement climatique selon plusieurs citoyens qui trouvent appréciable cette action de l'ONG Kakandé Kassimbaka. C'est une activité à ne pas négliger parce que ça peut sauver surtout Boké. La directrice adjointe de l'école primaire de Goreil estime que cette initiative va en droite ligne avec la lutte contre le réchauffement climatique qui touche le monde entier. L'ONG Kakandé Kassimbak compte planter des arbres fruitiers et non fruitiers dans 6 quartiers de la commune urbaine de Boké. Dans le même ordre d'idées, pour terminer, la journée sans plastique célébrée le 3 juillet de chaque année par l'humanité est passée inaperçue en Guinée cette année. Pourtant, la nature, les eaux et les rues sont envahies par des déchets plastiques. Une de nos équipes a interrogé un environnementaliste, Antoine Dédé, Onivogui et Amara Alexila. Le sac plastique à usage unique est devenu le symbole de notre société de consommation. Utilisés en grand nombre pour une utilité limitée, ces sacs se retrouvent sur le littoral et dans les océans. Ils ont des conséquences avérées sur le milieu marin. Selon Mohamed Kondé, cette journée devrait être mise à profit pour sensibiliser les populations. Et la fabrication d'un sac plastique ne dépasse pas 1 seconde et l'utilisation au minimum de 20 à 30 secondes. Et vous conviendrez que la durée de la biodégradation des sacs plastiques peut durer de 100 à 400 ans et voire même jusqu'à 500 ans. Vous voyez? Et donc, ce qui veut dire systématiquement qu'il faut une prise de conscience. Il faut le réveil des consciences collectives. Certains pays ont d'ores et déjà interdit les sacs plastiques sur leur territoire. Le président de la structure ADE invite les autorités à emboîter le pas. Nous préférons qu'il y ait l'interdiction de l'utilisation des sacs à plastique. Cette décision doit être prise maintenant et sans retardement. Parce qu'aujourd'hui, vous conviendrez, comme je l'ai déjà signalé, il y a des sacs plastiques qui sont utilisés et qui vivent encore dans des déchets ou même dans nos océans de plus de 200 à 400 ans. Conscient de cette problématique, Mohamed Kondé entend prendre des mesures à travers son ONG pour réduire les risques. Donc nous nous sommes dit qu'il faut d'abord passer par la sensibilisation. Et cette sensibilisation, il faut pour l'instant se focaliser sur la population elle-même et les faisant comprendre les effets liés à l'utilisation des sacs plastiques.
Certaines ONG environnementales prennent le plus souvent 2 ou 3 jours par an pour nettoyer les rues. Pourtant, les plastiques n'attendent pas ce jour-là pour suer la nature. Voilà qui met fin à cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour toute la rédaction de Espace TV, mais aussi de la technique de vous servir. On se retrouve demain à 22h. Au revoir.